Hello, c'est Eugène. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion des processus sous Linux. Alors, qu'est-ce qu'un processus? Un processus, c'est un programme en cours d'exécution. En pure définition, on dit qu'un processus, c'est l'instance d'un programme informatique en cours d'exécution. Un processus a besoin de certaines ressources telles que le processeur, la mémoire pour s'exécuter. Linux étant un système multitâche, il est nécessaire de surveiller la quantité de ressources consommées par les processus pour permettre un fonctionnement optimal de votre système. Ok. Alors, le noyau d'un système d'exploitation maintient généralement une table des processus qui lui permet en fait de gérer l'ensemble des processus. Le noyau assigne ainsi un identifiant unique à chaque processus qui tourne sur le système. Et cet identifiant est appelé PID, ou encore Process Identifier en anglais. Alors, sans plus tarder, on va voir comment manager les processus sous Linux. Alors, la première commande que nous allons voir, ça va être la commande PS. Comme on le dit, la commande PS permet de lister les processus en cours d'exécution sur la machine. Alors, on va voir tout de suite les différentes options qu'on utilise avec PS. Les plus utilisées sont l'option IF. Donc, le I, ça permet de lister tous les processus. Le F, ça permet de lister les processus au format long, où les chemins de ces processus sont aussi spécifiés, ainsi que les paramètres qui sont passés à ces processus. Et vous avez ce qu'on appelle le format BSD. Notez tout simplement qu'il n'y a pas de tiret devant le AUX. Donc, le AUX permet ainsi aussi d'afficher tous les processus en cours d'exécution sur la machine ainsi que les utilisateurs associés. Ok. Alors, sans plus tarder, on va voir la commande PS. Alors, notez tout simplement que si vous faites PS tout court, PS tout court, il vous affiche tout simplement le PID de votre, comment on appelle ça, de votre shell. J'utilise le bash shell ici, donc vous voyez ça, c'est le PID, Process Identifier, c'est 2806. Et ici, le TTY, c'est plutôt le terminal. Donc, le terminal 0, c'est le premier terminal instancié ici. Et le time ici, ce time représente tout simplement le temps d'accès au CPU. Pour l'instant, ce bash shell n'a aucun accès au CPU. Il ne fait rien pour l'instant. Donc, le temps d'accès au CPU est actuellement égal à 0. OK. Et la commande PS que je viens d'entrer. Alors, la première option qu'on va voir, c'est l'option "-a". OK. L'option "-a" vous permet en fait de lister les processus sur votre machine, mais seulement on va lister les processus qui sont attachés aux terminaux. Et il ne va pas vous afficher les processus qui ne sont pas attachés aux terminaux, qui n'ont pas été démarrés à partir des terminals. OK. Donc, on voit ici, vous avez le PID de chaque processus et le temps. Donc, ce temps, comme je l'ai dit, c'est le temps d'accès CPU. Donc, par exemple, le GNOME Shell a un temps d'accès au CPU de 12,53 secondes jusque là. Donc ici, CMD, ça veut dire commande, ça représente le nom de ces différents processus, etc. Ok. Alors, notez que si vous faites PSE, PSE sans le tiret ou le minus devant, c'est ce qu'on appelle le format BSD. Dans ce format BSD, ce qui va se passer, c'est que il vous affiche aussi tous les processus, comme vous voyez, il affiche tous les processus qui sont attachés aux terminaux. Notez qu'il y a une différence entre les deux. Si je fais PS-E et que je pipe ça sur WordCount-L, je compte le nombre de processus affichés, ça me fait seulement 34. Par contre, si je fais PS-E et je compte le nombre de processus, au total, ça fait 37. La raison pour laquelle j'ai 37 pour le E, sans le tiret, et 34 pour celui avec tiret, c'est parce que quand vous utilisez l'option A, -A, il ne va pas vous afficher ce qu'on appelle les processus leaders. Les processus leaders, ce sont des processus qui démarrent d'abord, tels que par exemple système D, il démarre d'abord, et ces processus-là démarrent les autres processus. Et donc, quand vous utilisez le "-a", vous avez cette restriction-là, où les processus leaders ne seront pas affichés, et aussi, il ne va pas vous afficher tous les processus qui n'ont pas été démarrés à partir des terminaux. Ok. Par contre, le A tout court comme ça, permet d'afficher seulement les processus qui sont attachés aux terminaux. Par contre, il n'y a pas de restriction de processus leader. Ces processus leaders, en général, ne sont pas démarrés non plus à partir de terminaux. Donc, on voit déjà une différence entre les deux. Il y a une restriction au niveau des processus leaders avec le "-a", tandis qu'on n'a pas ces restrictions au niveau de "a". Donc, on a une petite différence entre les deux. Alors, maintenant, regardons. Si on fait PS AU, vous le voyez, AU permet ensuite d'associer l'utilisateur. D'accord, ici, permet d'associer l'utilisateur pour chaque process. Donc ici, ce qu'on voit
ici, c'est l'utilisateur, celui qui a démarré ces processus, ou encore le owner, comme on le dit. C'est Eugène, et vous avez le PID de ces process, le pourcentage de CPU utilisé par chaque processus, le pourcentage de mémoire aussi utilisé. Le VSSI, c'est ce qu'on appelle Virtual Size Memory. Donc, ça représente la quantité de mémoire virtuelle actuellement consommée par ce processus. Et vous avez ce qu'on appelle le RSSD, c'est ce qu'on appelle le Resident Size en anglais. Ça représente la taille de ce processus dans la mémoire physique, ou encore la RAM. Et le TTI, ça représente le terminal auquel le processus a été démarré. Et le stat ici représente le statut de ces processus. Vous avez plusieurs statuts, hein, donc il faut regarder la page du manuel de PS. Par exemple, S en général, c'est un processus qu'on dit en anglais dans un état de repos. Hein, donc il est en train de sleep, il attend à ce que un événement puisse le réveiller. D'accord. Le petit S, ça veut dire tout simplement que c'est un processus session leader. Donc, ces sessions leaders sont les processus qui démarrent d'abord. Quand vous démarrez votre computer ou votre ordinateur, les processus leaders démarrent d'abord et ces processus leaders vont démarrer les autres processus. Donc, si vous voyez un petit S comme ça ici à côté, hein, donc ça montre tout simplement que c'est un processus leader. OK? Et vous avez le petit L. Le petit L, ça représente généralement des processus qui sont des multithread processus. Et généralement, le plus, ça permet ça veut dire tout simplement que c'est un processus qui a été lancé en avant-front. On va voir la différence entre avant-front et ce qu'on appelle le background. Quand vous lancez un processus en avant-front ou en arrière-plan. Donc, il y a une différence entre les deux qu'on va examiner tout à l'heure. La date à laquelle le processus a démarré, le temps d'accès au CPU. Par exemple, ici, celui-là, 00, ça veut dire tout simplement qu'il ne fait rien pour l'instant. Il n'a pas actuellement accédé au temps CPU. Par contre, celui-là ici, vous voyez qu'il a un temps d'accès au CPU de 13 minutes, 5 secondes. OK, donc, voilà. Alors, donc ici, vous voyez la différence. Comme on l'a dit, hein, donc ici, le E et le -E, il y a une différence. Maintenant, voyons l'option X. Je vais combiner maintenant le E, le U, le X. Si je combine le X, on dit souvent que le X permet d'enlever les limitations. Alors, si vous faites PS.X, il va vous afficher tous les processus, y compris ceux qui n'ont pas été démarrés à partir des terminaux. Donc, comme vous le voyez ici, hein, donc, il affiche tous les processus qui appartiennent à tous les utilisateurs du système. Hein, d'accord, donc PS et UX, et cette commande est très intéressante parce qu'elle permet non seulement d'afficher pour chaque processus, par exemple, l'utilisateur associé, l'identifiant, le process identifier, le pourcentage de CPU utilisé, la mémoire, la taille de la mémoire virtuelle utilisée, le résidentiel, etc. Et comme vous voyez ici, pour les TTI, qu'on appelle tout simplement les terminaux, hein, donc ici, le point d'interrogation, c'est pour dire tout simplement que ces processus n'ont pas démarré, si vous voulez, à partir d'un terminal. Ces processus, en général, sont démarrés par le système. Au démarrage, of course, on a déjà expliqué les différents états, etc., les autres paramètres. Ok, donc cette commande est beaucoup plus utilisée, par exemple, pour lister tous les processus qui sont utilisés sur le système. Ok, alors on a aussi une autre option qu'on appelle le PS-IF. PS-IF permet de lister tous les processus sur votre système au format long. Le F mean full format en général. Donc si vous faites entrer ici, vous allez voir qu'il va vous afficher tous les processus en cours d'exécution sur votre machine, tous les processus appartenant à tous les utilisateurs du système. Comme vous pouvez le noter ici, vous avez, ici la sortie est légèrement plus différente que la sortie de PSE ou AUX, okay, qu'on a vu précédemment. Hein. Donc celui-là, il vous donne l'utilisateur associé, le processus identifiant, ou encore le PID, et vous avez le PID du parent. Okay, vous avez le processus, deux fois vous avez le parent et les fils. D'accord? Donc le parent engendre les autres processus, et les processus engendrés sont appelés des processus fils, et le processus qui engendre est appelé processus parent. Donc ici, ça c'est le PID des processus parents. Okay, par exemple, si on prend celui-là, hein, le parent de ce processus, son PID c'est 2. Okay, donc c'est celui-là, donc le 2 c'est celui-là, donc le kthread là, hein, c'est lui qui a généré par exemple ce processus ici. Ok, qu'il a lancé. Ok, donc ici, on a les parents et vous avez le C. Le C, ça représente le pourcentage, ou du moins le temps utilisé pour la planification du lancement, si vous voulez, de ce processus. Si un processus ne nécessite pas une planification avant le lancement, en général, vous allez voir en fait que le C, partout, ça va être que des zéros.
Janvier, c'est la date à laquelle le processus a démarré, le 28, le TTI, et comme je l'ai dit, hein, le time ici représente le temps d'accès au CPU, pardon, le temps d'accès au CPU. Donc, vous voyez, certains processus ils sont dans un état endormi, et ces processus, en fait, n'ont aucun accès, ils font rien, ils n'accèdent pas au CPU, donc le temps d'accès CPU, ça va être 0, 0, etc. Par contre, un processus qui est actif en cours d'exécution va avoir en fait un temps d'accès au CPU qui est beaucoup plus élevé. Okay? Et ici, comme vous le voyez, hein, donc le CMD, ça représente tout simplement la commande. Hein. Donc ça représente le chemin généralement complet de ce processus-là. Et souvent, il vous donne aussi les paramètres passés en argument à ces processus. Alors, les deux commandes ps-if et ps-aux sont les deux qui sont utilisées pour lister les processus sur le système. Par exemple, ici, si je si je lance par exemple Firefox dans le background, par exemple, je peux utiliser ps-if pour déterminer en fait le PID de Firefox. Il me suffit tout simplement de tuyauter la sortie de ps-if ou EF à la commande grep, d'accord. Je vais dire à grep de me filtrer la ligne qui contient Firefox. Ok. Donc ici, il me montre toutes les instances de Firefox. Hein. Donc, on va le noter ici. Firefox lui-même a engendré plusieurs autres instances de Firefox. Donc ici, ça c'est le parent. Hein. Donc, comme vous le voyez, par exemple, le parent process. Et il a des fils. Donc, c'est le même parent qui est là, même parent. Le parent process, c'est le même, 4178, mais il a plusieurs fils. Donc, celui-là, etc. sont les fils de ce processus-là, ici. OK? Donc ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de manager en fait Firefox. Si on veut terminer Firefox, on peut directement terminer le Firefox en utilisant tout simplement le PID du parent, au lieu d'essayer d'utiliser le PID des fils, etc. Ok. Et aussi on peut le déterminer hein, donc avec PSAUX, ce qu'on appelle le format BSD. Hein, ce format est très intéressant puisqu'il vous affiche aussi le pourcentage de CPU, etc. et de la mémoire utilisée par le processus. Par exemple, si je fais Firefox ici, comme vous le voyez, il m'affiche toutes les instances de Firefox ici. Alors, en plus de ça, on a les pourcentages de CPU utilisés, le pourcentage de mémoire utilisé par chacune des instances du processus de Firefox. OK? Alors, on peut customiser la sortie de PS. Hein, donc, comme je l'ai dit ici, si vous voyez dans gestion des processus, comme je l'ai dit, hein, donc vous pouvez customiser la sortie de la commande PS pour voir la liste des données que vous pouvez afficher avec PS, c'est-à-dire les données relatives aux différents processus qui sont en cours d'exécution sur votre programme. Vous tapez seulement la commande PS-R et cela permet de voir les différents types de données que vous pouvez afficher, que vous pouvez customiser et ressortir. Par exemple ici, si je décide par exemple d'avoir à l'écran seulement le PID des processus et le PID du parent, ainsi que par exemple la commande qui représente tout simplement le processus, le nom du processus, je peux tout simplement taper la commande PS-I suivi de O qui veut dire option, suivi de la liste des données que je voudrais sortir. Cela me permet d'avoir à l'écran exactement ce que je veux. Okay? Donc voyons cela sans plus tarder. Si on fait PSL, ici on voit la liste des différents types de données qu'on peut sortir avec PS. Okay? Par exemple ici, il y a plusieurs types de données que je peux sortir. Hein. Donc par exemple, si je vais afficher la priorité des processus, voilà, je peux dire prix. Donc je liste prix, PPID c'est pour lister le processus parent. Donc PMEM c'est pour lister le pourcentage de mémoire utilisé par le processus. Le PCPU ça représente le pourcentage de CPU utilisé par le processus. Et ce que vous voyez à droite, ça représente les différents labels qui seront utilisés quand vous tapez la commande PS. Okay? Si vous utilisez PMEM comme paramètre, il va le mettre sous la colonne % mémoire, et ce PMEM représente le pourcentage de mémoire utilisé, etc. Alors sans plus tarder, regardons comment tout cela fonctionne. Okay? Alors ici, par exemple, si je veux, dans la sortie de PS, je voudrais afficher, par exemple ici, n'oubliez pas, il faut toujours utiliser, quand vous voulez customiser, vous utilisez l'option IO, O pour dire option, et à ce moment, je peux dire, ok, je veux avoir le PID du processus, je veux aussi avoir le PID, le parent, hein, le PID du parent, parent PID, et je voudrais avoir le pourcentage de CPU, je peux dire PCPU, okay,
virgule, et je voudrais avoir aussi le pourcentage de mémoire utilisé, donc je mets pi même. Et je voudrais avoir aussi la commande. Et si par exemple je voudrais aussi avoir à la fin la priorité, je mets prix. Donc il va m'afficher toutes ces informations. Donc pour chaque processus, il va m'afficher le PID du processus, le PID du parent, le pourcentage de CPU utilisé par le processus, le pourcentage de mémoire, le nom du processus itself, et puis ensuite sa priorité. Alors voyons comment ça fonctionne. Comme vous voyez ici, on va le détailler tout à l'heure, le concept de priorité. Donc c'est exactement ce que je lui ai demandé de m'afficher, c'est ça qu'il a affiché. Donc PID, c'est le PID de chaque processus ici, le parent, PID du parent, le pourcentage de CPU utilisé, le pourcentage de mémoire utilisée par ce processus, ainsi que le nom du processus, ce qu'on appelle la commande. Comme vous l'avez vu, à la fin, il a mis la priorité de chaque processus ici. Okay? Donc la priorité peut aller de 0 jusqu'à 39, on va le voir. Ok, donc on a même des priorités beaucoup plus élevées, mais ça c'est dans le cas de ce qu'on appelle les real-time. Il y a une différence entre ce qu'on appelle tout simplement les processus real-time et les processus normaux. D'accord? Donc ces processus real-time peuvent avoir des priorités supérieures à 39. On va le voir dans la suite. Ok? Donc ça permet de customiser la sortie de votre commande PS. Vraiment très intéressant et très utile. Donc rappelez-vous tout simplement que si vous voulez avoir tous les fils ou encore tout simplement les données que vous voulez avoir, que vous pouvez utiliser dans la sortie de votre commande PS, tapez tout simplement la commande PS suivie de majuscule L. Cela vous affiche tous les fils ou encore les données que vous pouvez utiliser, donc que vous pouvez extraire avec tout simplement votre commande PS. Ok, alors regardons la commande PS3. PS3 vous permet de voir l'arborescence de tous les processus en cours d'exécution sur votre système. Si vous tapez tout simplement PS3, il va vous afficher toute l'arborescence des processus sur votre système. D'accord? Donc en commençant par systemd. Systemd, c'est le processus leader qui démarre d'abord. C'est l'équivalent de init dans les anciens systèmes Linux. Il démarre d'abord et ensuite il démarre les autres. Donc vous voyez, systemd est le parent de tous ces processus ici qu'on trouve, etc. Et celui-là, auditd aussi. Auditd, il a pour parent systemd et auditd, si vous voulez, est parent de ce processus, etc. Donc vous avez en fait une arborescence. Par exemple ici, si je fais psif et je grep pour Firefox, parce que rappelez-vous, on avait lancé Firefox il y a quelques minutes de cela. Par exemple, ici j'ai le parent process ici, son PID c'est celui-là. Je peux regarder en ce moment l'arborescence de Firefox en faisant tout simplement ps3 -s. -s permet de spécifier un processus donné à partir de son PID. Cela nous donne, si vous voulez, l'arborescence de ce processus en tant que tel. Donc ici, ça c'est le numéro de processus de Firefox, le parent. Les autres qui sont à gauche, rappelez-vous, sont les fils, les processus fils, etc. Mais ça, c'est le processus parent, c'est le main, comme on appelle en anglais, le processus parent principal. Donc, si on regarde son arborescence, on voit très bien que systemd est le processus leader, ensuite le gmd, gm session, etc. C'est tous ces processus dans l'arborescence qui a engendré, si vous voulez, le Firefox, etc. Et Firefox a plusieurs autres si vous voulez, processus fils qu'il a lancé pour lui permettre de fonctionner, c'est lui qui est là. Donc je peux aller par exemple dans YouTube. Donc ouais, je peux accéder à YouTube à partir de là. Et voilà, donc Firefox utilise tous ces processus-là pour pouvoir fonctionner correctement. Ok? Alors regardons la commande pgrep. La commande pgrep permet de retourner le numéro d'un processus à partir du nom. Par exemple, si je fais pgrep pgrep Firefox, ok, il me retourne en fait ici, comme vous le voyez, le numéro du processus parent de Firefox. Alors généralement, ce que fait pgrep, c'est qu'il va faire le grep de tous les processus courants avec ce nom-là. S'il retrouve plusieurs processus avec le nom Firefox, il va retourner tout, du moins tout leur PID, en fait. Il y a encore un autre qui s'appelle PID off, PID off, PID 2. Si je fais PID de Firefox, retourne-moi le PID de Firefox, il va me retourner en fait tous les PID relatifs à Firefox. Comme vous le voyez ici, vous avez les fils et les parents. Donc les parents sont là et tous ceux qui sont devant sont des fils. Ok, donc ces deux commandes permettent en fait de retrouver le PID des processus à partir de leur nom. Ok.
Alors, regardons maintenant la commande kill, qui est une commande très importante puisqu'elle permet en fait d'arrêter les processus, de terminer les processus, etc. La commande kill est très utile, d'accord. La commande kill avec elle permet de voir tous les signaux. Donc kill permet d'envoyer un signal à un processus. Ça peut être un signal de terminaison. Donc si vous voulez terminer le processus définitivement, vous pouvez envoyer ce signal avec un numéro précis. Chaque signal a un numéro précis, on va le voir. Le kill -L permet de lister tous les signaux qu'on peut envoyer à un processus donné. Le kill -9 permet de terminer un processus avec force. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle un moyen impropre de terminer en fait les processus. On termine le processus avec force. Par exemple, quand vous terminez un processus avec force, vous êtes en train de dire de terminer sans tenir compte de certains contextes de ces processus. Vous terminez avec force. Vous n'avez pas besoin d'attendre à ce que ces processus se terminent proprement avant qu'ils ne soient liquidés ou terminés. Okay, vous forcez la terminaison de ces processus. Le signal -15 permet de terminer les processus de façon propre, comme on le dit, proprement. Ça veut dire que si vous terminez le parent avec le processus, avec le signal numéro 15, cela va, qu'il va attendre à ce que tous les processus fils soient terminés d'abord, ensuite avant de terminer le parent. Ça, c'est ce qu'on appelle la méthode propre. Okay, on termine proprement le processus. On peut arrêter en fait un processus, donc pour arrêter un processus, par exemple il est en cours d'exécution, pour certaines raisons vous voulez arrêter le processus, vous utilisez le signal -19, ok, vous arrêtez le processus, mais en fait vous pouvez aussi résumer, reprendre l'exécution du processus en lui envoyant en fait ce qu'on appelle le signal de continuité. On va le voir dans la suite. Okay? Et ensuite vous avez la commande kill all, par exemple dans le cas où vous avez quelque chose comme le Firefox, vous avez plusieurs instances de Firefox. S'il y a 10 instances de Firefox, au lieu d'aller de processus en processus pour tuer ou bien terminer chaque instance de Firefox, vous pouvez tout simplement dire kill all Firefox. C'est pour dire termine tous les processus qui s'appellent Firefox. Il va à ce moment terminer et le parent et les fils, etc. en même temps. Ok, sans plus tarder, on va voir la commande kill. Donc, l'option L permet de voir tous les signaux qu'on peut utiliser pour envoyer au processus sur le système. Alors les plus utilisés, comme on l'a dit, il y a ce qu'on appelle tout simplement le signal 9. Le signal 9, ok, le 9, si kill, ça permet de kill, ça va forcer la terminaison du processus. Par exemple, ici j'ai Firefox dans le background. Bon, donc si je veux terminer Firefox, je tape tout simplement kill -9, suivi de tout simplement du numéro de processus de Firefox. Ok, donc ici je ne connais pas le processus de Firefox, par exemple ici je peux faire ps -if, je dois d'abord chercher un grep pour le processus Firefox. Ok, une fois que j'ai le numéro de processus, je peux maintenant le terminer. Par exemple ici je veux prendre seulement le parent, je peux le faire un à un pour chaque processus, mais je peux faire par exemple terminer le parent, comme ça il va terminer aussi automatiquement tous les fils. Donc je vais faire kill -9 suivi tout simplement du processus identifiant de Firefox qui représente ici le processus parent. Donc vous voyez, Firefox a disparu dans le background, il est parti là. Donc ça c'est le signal 9. Le signal 9 c'est kill, si kill, ça veut dire il force la terminaison du processus. Et ensuite vous avez le signal 15. Le signal 15 c'est ce qu'on appelle terminer un signal proprement. Par exemple, si on lance à nouveau Firefox dans le background, ok, si on lance à nouveau Firefox dans le background et on lance notre ami YouTube. Bon voilà, ici à nouveau je vais effacer l'écran, donc clear screen, je fais un ps-if, je vais filtrer pour Firefox, comme ça je vais voir les numéros de processus de Firefox. Ok, par exemple si je veux terminer avec le signal 15, ce que je fais seulement kill -15, ok, suivi tout simplement du parent process. Ici, dans ce cas, le parent process, c'est celui-là, comme vous le voyez, donc c'est le même numéro partout. C'est le PID, parent PID, etc. Je passe tout simplement le parent PID à kill. Donc ça, c'est une manière de terminer proprement. Il va attendre à ce que tous les fils soient terminés proprement avant de terminer, par exemple, le parent. Ok. Et vous avez, regardons à nouveau la liste. Qu'est-ce qu'on a? On a le signal 19. On l'a dit, le signal 19, par exemple, on va les hits. Signal 19 permet de stopper un processus. Alors, si vous arrêtez un processus, ce processus-là est arrêté, il ne peut pas réagir. Par exemple, ici, je vais lancer Firefox à nouveau.
voyez, donc YouTube va venir. Hein. Donc je vais lancer YouTube. Donc ici, je peux lancer celui-là. Cette vidéo, ça marche normalement. Ok, so la vidéo marche. Maintenant, si je veux stopper Firefox, je vais lui envoyer le signal SIG stop. Ok, SIG stop. Donc si vous voulez envoyer SIG stop ou encore le signal 19, vous pouvez utiliser le nom du signal ou vous pouvez juste utiliser stop. Par exemple, vous pouvez faire minus stop comme ça. Ça fait la même chose aussi. Vous n'avez pas besoin de mettre le SIG devant. Le SIG, ça veut dire signal. Vous pouvez juste faire kill minus stop ou bien vous mettez le numéro du signal. Donc je vais mettre 19 ici. Hein, donc je préfère plutôt utiliser le numéro parce que c'est moins long que d'utiliser le nom du signal. Vous pouvez faire la même chose. Alors suivi tout simplement du numéro de processus parent de Firefox. Donc on copie ce numéro de processus, on le passe ici, on arrive à kill. D'accord, donc qu'est-ce qu'il dit? No such processus. Ok, so let's verify. On va vérifier encore à nouveau pour voir est-ce que Firefox est toujours around. Firefox. Il n'y a rien. Donc vous voyez, Firefox est toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être parce que j'avais kill le Firefox d'abord. On va le lancer à nouveau. Hein. Et je vais faire à nouveau grep for Firefox. On attend qu'il s'initialise. Attends, lancer YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais fermer la fenêtre et puis relancer Firefox à nouveau. Hein. C'est lui, je vais tout fermer et relancer à nouveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Fermer toutes ces fenêtres là. Là maintenant je vais lancer à nouveau Firefox. C'est YouTube. Ok, so ici ce qui va se passer, faisons maintenant PS Firefox. For some reason it doesn't give me what happened. Ok, c'est pas grave. Je vais lancer Firefox à partir de Firefox. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à détecter Firefox, mais je vais le lancer à partir de d'ici du terminal et le lancer dans le background. Là maintenant j'ai mon Firefox. Attends, c'est celui-là. Donc je vais lancer quelque chose comme YouTube. Vous voyez qu'ici pour l'instant je peux accéder à YouTube sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe si je lui envoie le signal stop? Le signal stop, SIG stop. Comme on avait dit, c'est le 19. Je vais lui envoyer le signal 19 Firefox. Ok, je peux le faire par le nom. Donc, comme vous le voyez, argument must be process. Il a dit tout simplement que je devais lui donner en fait le process ID. Donc, je devais lui donner le process ID. Donc, le process ID, c'est celui-là qu'il a renvoyé. On peut aussi le vérifier par celui-là. Donc, je peux faire PS, IF et puis rechercher Firefox. Ok, donc là, j'ai le processus parlant ici. Je vais lui envoyer le signal stop. Kill dash 19 ou 19 suivi du processus parlant. Alors maintenant regardons, une fois que vous avez envoyé le stop, vous voyez que je peux plus manipuler en fait Firefox, je peux plus lancer YouTube, tout est bloqué parce que je l'ai arrêté avec le signal 19. Maintenant je peux demander je peux lui lancer à nouveau le signal de continuité pour dire de résumer en fait, de reprendre ses activités, de reprendre son exécution, le cours de son exécution normale. Donc pour cela, je vais lui envoyer ce qu'on appelle le signal de continuité. Alors pour voir le signal de continuité, on fait également kill-l. Donc on va continue, signal continuité, donc continue. Donc si vous ne voyez pas directement, vous pouvez faire seulement kill-l comme ça et vous greppez pour continue. La compte existe comme continue. Donc ça vous permet de voir le signal de continuité, hein, celui qui permet de résumer l'activité. Donc le signal de continuité c'est 18. Dans ce cas, je vais dire kill 18 pour lancer un signal de continuité pour qu'il reprenne son activité. Suivi tout simplement du parent process qu'on avait arrêté précédemment. Hein. Donc ici, je vais paster ça ici. Boum, d'un coup. Et maintenant, je peux à nouveau regarder mon YouTube tranquillement. Ok. Et comme on l'a dit, si on veut tout terminer, puisqu'on sait que si on fait PS, IF, grep pour Firefox,
on voit il y a beaucoup de processus, vous avez les parents, les fils, etc. On peut utiliser la commande kill all pour terminer toutes les instances de Firefox. Il suffit de taper la commande kill all, okay, kill all avec 2 L, suivi tout simplement du nom du processus qu'on veut terminer. Et ça, cette commande est intéressante, surtout quand le processus a plusieurs instances comme ça, avec plusieurs différents processus, fils, père, etc., avec des différents numéros de PID. Au lieu d'essayer de terminer PID par PID, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser kill all pour terminer toutes les instances confondues à partir du nom. On utilise seulement le nom pour terminer tous les processus. Donc vous voyez, Firefox est parti. Donc maintenant, si je fais PSIF et j'essaie de grepper pour Firefox, je ne vais plus rien trouver puisque en fait, tous les processus ont été terminés. OK? Alors, avant de regarder la commande top, qui est l'une des commandes les plus importantes pour monitorer l'état des processus sur les systèmes, on va parler d'une commande qu'on appelle le uptime. Uptime, c'est une commande très importante qui permet de voir le temps écoulé depuis le démarrage de la machine. Par exemple, en fait, il dit que il me donne la date, l'heure, pardon. Ça, c'est 22h22, 13 minutes. La machine est apte depuis un jour, donc one day. Il est apte depuis un jour. Ça fait un jour qu'il est, debout, hein, en train de travailler. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez, bon, en fait, c'est un des 4h05, quelque chose. Et vous avez 2 utilisateurs ici qui sont connectés. Vous avez ce qu'on appelle le load average. Le load average, vous avez le load average de chaque 5 minutes, de 10 minutes et de 15 minutes. Alors ici, le load average représente le nombre de tâches, le nombre moyen de tâches en attente d'accès au service du processeur. Ce qu'on appelle le nombre de tâches en attente d'être servi par le CPU. Donc ce que vous voulez voir dans votre système, vous ne voulez pas voir un système où le load average est plus élevé que le nombre disponible de processeurs que vous avez sur votre machine. Pardon. Okay? Donc le nombre moyen de tâches en attente d'être servi par le CPU. C'est ce qu'on appelle le load average. Un système, comme on le dit en anglais, est overloaded quand le load average est supérieur au nombre disponible de processeurs. Donc, par exemple, ici, comment je vais faire pour savoir le nombre de processeurs que j'ai ici? D'accord? Je vais faire 4 CPU proc, pardon, CPU info, d'accord? Et puis, je vais rechercher toutes les lignes qui commencent par processeur. Grep for processor. Ça me permet d'afficher tous les processeurs. Les processeurs sont numérotés à partir de 0. Si vous avez plusieurs processeurs, vous allez voir processeur 0, processeur 1, processeur 2, etc. Les processeurs sont numérotés à partir de 0. En fait, ici, il s'agit des virtual processors, parce que je travaille sur une machine virtuelle. Je n'ai qu'un seul processeur. Donc, pour compter le nombre de processeurs que vous avez sur votre machine, vous faites 4 proc CPU info, vous envoyez le résultat, vous tuyotez le résultat sur le grep processeur, et ensuite vous le comptez avec word count-r. Ça vous donne le nombre de processeurs que vous avez. Alors, j'ai seulement un seul vCPU ici. OK? Un seul vCPU. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ici, mon load average est moins élevé. Le système n'est pas overloaded. D'accord? Tout simplement parce que, bon, mon load average, c'est inférieur au nombre de CPU. Donc, ici, donc, il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, j'ai 0.13 tâches en attente d'être servi par le CPU. J'ai un CPU, donc c'est bon. Donc, il n'y aura pas beaucoup de lenteur sur mon système. Okay? Si j'ai 4 CPU, mon load average doit être inférieur toujours à 4. Si j'ai un load average qui est supérieur à 4, alors que je n'ai que 4 CPU, ça veut dire tout simplement qu'il y aura d'autres tâches qui vont attendre, puisque les 4 processeurs sont déjà busy en termes de traiter quelque chose. Et il reste encore des tâches en attente. Donc, ça ralentit, si vous voulez, le système. Okay. Ensuite, vous avez la commande free, donc free-h en général permet en fait de voir la quantité de mémoire disponible sur votre système. Donc ici, la mémoire totale, ici en termes de RAM pour cette machine est de l'ordre de 1.8 Go. Et actuellement, j'utilise seulement 540 mégas de RAM et j'ai encore 783 mégas de RAM disponible sur cette machine. Et j'ai ce qu'on appelle les mémoires partagées, les buffers et les caches qui utilisent à peu près 492 mégas de RAM. Et la mémoire disponible au total, c'est de l'ordre de 1.1 Go. OK? Et ça, c'est la swap. On va le voir, on va discuter de la swap quand on parlera des systèmes de fichiers sous Linux, etc. OK? Donc ici, j'ai un total de 2 Go de swap.
Et puis, il y a 978 mégas de swap utilisés et il reste encore 1 giga de swap. Généralement, ce qu'on veut voir dans un système comme ça, on veut voir un taux d'utilisation de mémoire beaucoup moins inférieur, par exemple, à 80%. Okay? Donc, quand on a un système qui utilise plus de 80% de la mémoire, ça peut causer un certain nombre de problèmes. Donc, on doit monitorer constamment l'état du système pour s'assurer qu'on a suffisamment de mémoire pour faire tourner les applications, etc. Alors, ok, donc ici, même chose. Si vous voyez un système où la swap est élevée, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça montre généralement qu'il n'y a pas assez de mémoire. Il y a une corrélation entre un taux d'utilisation de mémoire élevé et un taux de swap élevé. Puisqu'en fait, s'il n'y a pas de mémoire, alors le système commence à utiliser le disque pour pouvoir faire les opérations de mémoire, etc., etc. Pour étendre, en fait, si vous voulez, la mémoire. Donc, quelles sont ces deux commandes-là qu'on doit avoir avant de discuter de la commande top. Alors, donc sans plus tarder, on va regarder la commande top. Ok, la commande top, c'est une commande très utile qui vous permet de voir l'état de votre système, de voir tous les processus en cours d'exécution. Il vous donne beaucoup d'informations. Comme vous le voyez ici, à la première ligne, vous avez, si vous voyez très bien, c'est exactement comme la sortie de la commande uptime, donc l'heure, le nombre de jours où le système est actif, et il y a 2 utilisateurs connectés au système. Vous avez le load average, comme on l'a dit, hein, c'est le nombre moyen de tâches en attente d'être servi par le CPU. Ok, donc ici le taux d'average est vraiment faible, vous voyez c'est 0,05 pour les 5 minutes. Ça c'est la moyenne pour 5 minutes, la moyenne de 10 minutes et de 15 minutes. Ok, donc ici, ça c'est le load average qu'on a ici. Et ici, le nombre total de tâches. Ces tâches représentent en général le nombre total de processus. Il y a un total de 202 processus. Il y a seulement 2 processus qui sont en état d'exécution. Comme on dit, to running, il y a 2 processus qui sont en état d'exécution. Donc, vous voyez, ces processus sont les processus qui ont l'état ici, R, ça veut dire en cours d'exécution. Et vous avez 200 processus qui sont en train de dormir, ce qu'on appelle le sleeping state. Ça veut dire tout simplement que ces processus-là ne font rien, mais ils sont dans la mémoire en train d'attendre des interruptions. S'ils reçoivent un signal, ils peuvent se réveiller pour faire quelque chose ou exécuter des tâches. 0 processus stop. On a vu tout à l'heure comment stopper un processus avec la commande kill -19. Et les processus zombies. Un processus zombie, c'est des processus fils qui ont perdu leurs parents, en fait. Dans certains cas, quand les fils sont sans parents, alors ils deviennent des processus zombies. On ne sait pas comment les terminer sur le système en général. Ce qu'il faut faire, c'est de redémarrer le système pour que le système puisse se débarrasser de ces processus zombies. L'inconvénient, c'est que les zombies, quand ils sont sur le système, consomment de la mémoire, mais ils ne font rien. Donc, quand vous voyez beaucoup de zombies sur votre système, il faut l'investiguer et surtout essayer de redémarrer le système pour nettoyer votre système, pour vous débarrasser de ces zombies process. Alors ici, cette ligne vous montre le taux d'utilisation du CPU. Vous avez ici 5,4% de CPU utilisé par l'espace user. L'espace user, ça représente tout ce qui est application et utilisateur. Et vous avez 0,3% du CPU qui est utilisé par le noyau, système. SY, c'est pour le système, le noyau. Donc ici, le nombre c'est-à-dire tout simplement le pourcentage de CPU utilisé pour les opérations de priorité, pour changer la priorité, etc. Ok. Alors, vous avez ce qu'on appelle le ID, ce qu'on appelle idle time. Ça représente le pourcentage du temps où le processeur ne fait rien, il n'a aucune tâche. Donc, 16,4% du temps, le CPU est idle, pour dire tout simplement que le CPU ne fait rien, il n'a aucune tâche. Donc, ça montre tout simplement que la charge totale de ce système est vraiment basse, parce que, en fait, quand vous voyez un idle state, le CPU est idle à 93% du temps. Okay? Et vous avez ce qu'on appelle le weight, le I/O weight, c'est-à-dire tout simplement, si vous voyez un pourcentage de I/O weight très élevé, ça montre tout simplement qu'il y a un problème d'entrée et sortie sur votre système. Vous devez investiguer si vous n'avez pas de problème avec votre disque. Parce que I/O weight, le weight, WA, ça veut dire I/O weight, input-output weight for access. Ça veut dire tout simplement que si un pourcentage de I/O weight est élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de processus qui attendent d'accéder aux entrées et sorties du système, c'est-à-dire que soit les disques, etc. Donc il faut investiguer ça. Ok, donc le HI, c'est ce qu'on appelle en anglais Hardware Interruption. Donc le pourcentage du CPU utilisé durant l'interruption du matériel.
l'interruption du matériel. Par exemple, quelqu'un clique sur une souris, alors il y a un processus d'interruption qui alerte le noyau pour dire, ok, quelqu'un est en train de cliquer là-bas, il faut prendre en compte la tâche, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les interruptions. Et alors, vous avez ce qu'on appelle tout simplement le SI, ou encore Servicing Software Interrupt. Donc, c'est Servicing Software Interrupt, c'est le pourcentage de CPU utilisé par les opérations d'interruption initiées par les logiciels sur le système ou les softwares, comme on le dit. Et ensuite, le ST, qu'on appelle Lost Time, ou Virtual Machine Steal Time, donc le temps volé par les Virtual Machines pour accéder au CPU. Okay? Ensuite, vous avez ici le pourcentage de mémoire, le taux d'utilisation de la mémoire. D'abord, il commence par vous montrer la quantité totale de mémoire ici, donc c'est de l'ordre de 18 mégas, mais en fait il y a à peu près 2 gigas de mémoire ici parce qu'il faut ajouter le buffer cache. Et ici vous avez quoi, 750 mégas qui est libre, et vous avez 545 qui est actuellement utilisé, et 520 qui est réservé pour les buffers et la cache. Et vous avez ensuite le taux d'utilisation pour la swap. Le total de la swap, c'est 248 mégas qui représente 2 gigas. Ça, c'est ce qu'on appelle le total de la swap libre. La quantité de swap utilisée en mégabytes, c'est 979, presque 1 giga. Et vous avez la mémoire virtuelle disponible, ou la quantité de swap disponible pour l'instant. Alors ici, qu'est-ce que vous voyez comme champ? Vous avez le PID, donc pour chaque processus ici, ça c'est le nom du processus. Ça, c'est les noms de ces processus-là. Pour chaque processus, vous avez le PID, l'utilisateur associé, celui qui l'a initié. Vous avez la priorité du processus. On va le voir, la priorité du processus. Et vous avez ce qu'on appelle le NICE number. Le NICE, en fait, si vous voulez, c'est une valeur qui permet en fait de modifier la priorité, par exemple, des processus. Donc, par exemple, si je veux augmenter la priorité d'un processus déjà en cours, je dois, si vous voulez, modifier la valeur du NICE pour ce processus de façon à décroître la priorité. Donc, moins la priorité est élevée, plus, si vous voulez, si la valeur de la priorité est moins élevée, ça veut dire qu'une haute priorité. Une grande valeur de priorité veut dire tout simplement une basse priorité ou petite priorité, si vous voulez. Okay? Donc, vous avez ensuite la quantité de mémoire virtuelle utilisée par le processus, la taille du processus dans la mémoire physique, la taille de la mémoire partagée, donc utilisée par ce processus, l'état du processus. S, ça veut dire sleep, R, ça veut dire running. S, sleep, ça veut dire que le processus est en train de dormir, il ne fait rien. Et le R, ça veut dire tout simplement que le processus est en cours d'exécution, il est actif, en train d'exécuter des tâches. Les I, en général, ce qu'on appelle idle. Donc, idle, ça veut dire tout simplement non interruptible, si vous voulez, état. Et vous avez ce qu'on appelle le CPU, utilisation, le pourcentage de mémoire utilisé. Et, par contre, ici, ça représente tout simplement le total du temps d'accès au CPU, comme on l'a dit. Total de temps d'accès au CPU. Certains de ces processus ont un temps d'accès au CPU qui est égal à 0, parce que c'est des processus qui ne font que dormir. Ils ne font absolument rien, donc, et ils n'accèdent pas au CPU, parce qu'il n'y a pas d'activité. Par contre, les processus actifs comme ceux-là, vous voyez tout simplement que le temps d'accès au CPU est très élevé. Ça montre qu'il a accédé au CPU pendant presque 16h20 minutes. Non, pardon, 16 minutes 20, temps total d'accès au CPU. Et ça, c'est le nom. OK? Alors, donc, ici, cette commande, elle est très utile parce qu'en fait, ça permet rapidement de faire des tris. Je peux faire des tris des processus en fonction de l'utilisation du CPU, en fonction de la mémoire utilisée, etc. Alors, vous avez ce qu'on appelle en anglais les shortcuts ou les raccourcis. Si vous voulez voir toutes les commandes, par exemple, que vous pouvez utiliser avec la commande top, il faut taper H. Si vous appuyez sur la touche H, vous voyez, il vous donne tout simplement l'aide sur la commande top. D'accord? L'aide sur la commande top. Par exemple, il vous dit ici, si vous faites Shift M, ça permet en fait de trier en fait les CPU par mémoire utilisation. Shift T, c'est pour trier par tasse par CPU, etc., etc. Donc vous avez beaucoup de shortcuts ici que vous pouvez utiliser. Si vous pressez K, ça va en fait, il va vous demander, ça va vous permettre en fait de automatiquement terminer un processus. Vous pouvez aussi changer la priorité en faisant un renice.
d'un processus, etc. Donc le K permet de terminer un processus, etc. Donc vous avez tous ces raccourcis là ici. Donc H permet d'avoir cette fenêtre d'aide. Alors je peux repartir tout simplement en pressant sur n'importe quel, où je peux faire seulement échappe pour repartir à la fenêtre de 2 temps. Alors voilà comment utiliser. Si je fais Shift M, donc vous voyez, il va trier automatiquement. Si je presse Shift en même temps et M, il va trier tous les processus par taux de mémoire, taux d'utilisation de la mémoire, comme vous voyez ici. Donc il me donne ici c'est l'Union Shell qui est en tête en termes d'utilisation de la mémoire. Ensuite vient celui-là, l'Union Software, etc., PageKit, etc., etc. Donc il a trié sur cette colonne-là. Et je peux faire Shift T pour trier par CPU usage, comme vous le voyez, par taux d'utilisation de CPU. Donc celui qui utilise le plus de CPU actuellement sur le système, c'est Gnome Shell. Comme vous le voyez, Gnome Shell utilise à peu près 3% de CPU. Les autres n'utilisent rien du tout. Donc les autres, le deuxième c'est Gnome Terminal, il utilise à peu près 1,3%. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il vous donne cela en temps réel. Donc on voit les étapes de ces processus, là changent à tout moment. Par exemple, si je lance dans le background, par exemple, mon ami Firefox, vous allez voir tout de suite qu'il va détecter Firefox. Donc il va détecter Firefox, c'est lui qui apparaît ici, là. Firefox est là. Donc ici, si par exemple je veux décider de terminer le processus Firefox, j'ai juste besoin de connaître le numéro de processus de Firefox. Si je connais le numéro de processus de Firefox ici, je peux le terminer. Donc vous voyez, top lui-même est un processus, puisqu'en cours d'exécution, c'est lui qui est là. Donc ici, on voit très bien que le processus ID ou le PID de Firefox, on va le voir tout de suite. Il va sortir parce que c'est en temps réel, c'est lui qui est là. Donc Firefox, ça c'est en fait son numéro de processus. Si je veux le terminer, je dois tout simplement appuyer sur la touche K. Si j'appuie sur la touche K, vous allez noter tout simplement qu'ici, sur cette ligne-là, ici, là où c'est dit PID, etc. So il me dit de lui donner le PID du processus que je voudrais terminer. Je vais paster ici le PID de Firefox. Si je presse Entrée, il me dit quel signal veux-tu utiliser pour terminer ce processus. Par défaut, il propose le signal 15. Rappelez-vous que le signal 15 permet de terminer un processus proprement, mais je peux lui dire d'utiliser le signal 9 pour juste forcer la terminaison en fait de ce processus. Si je presse Entrée, automatiquement vous avez vu que Firefox a disparu dans le background. Alors, regardons maintenant le concept de priorité. Donc, ici, si je repars dans mon document, donc gestion des processus, on a parlé de la commande key, les différents signaux, on a parlé de monitorer les processus avec top, donc il permet de trier les processus par taux de consommation, afficher les informations récapitulatives, désactiver, etc. Maintenant parlons de ce qu'on appelle le concept de priorité. Il y a deux types de processus. Vous avez ce qu'on appelle les processus normaux et les processus à temps réel. Pour les processus normaux, seulement pour cela, nice s'applique comme suit. Nice, c'est une commande qui permet en fait de lancer des processus avec une priorité donnée. Alors, la priorité, c'est égal à quoi? La valeur de la priorité, c'est égal à 20 plus la valeur de nice que vous allez donner. Donc, généralement, la valeur de nice, ça va de moins 29 à 19. Moins 20 est la priorité la plus élevée. Donc, la plus petite valeur correspond à la priorité la plus élevée et la plus grande valeur correspond à la priorité la plus basse. Gardez ça en tête. D'accord? Mais non, une fois que vous avez spécifié votre valeur de nice, voilà comment Linux va utiliser cette valeur de nice pour déterminer la priorité de votre processus. Donc, là, si vous choisissez la valeur 10, la priorité sera de 20 plus 10, qui sera de 30. Si vous choisissez moins 20, la priorité, ça va être de 0. Donc, quasiment, la haute priorité, c'est la valeur 0 ici, avec une valeur de nice qui va de moins 20 à 19. Et la plus basse priorité, ça va être quand vous utilisez une valeur de nice qui est égale à quoi? À 19. Donc, si vous prenez 19, ça va être 20 plus 19, qui va vous donner 39. Alors, notez tout simplement que cela ne s'applique pas dans le cas des processus à temps réel. Les processus à temps réel peuvent avoir des valeurs beaucoup plus grandes. Ils peuvent aller même jusqu'à 130 quelques, etc., etc. Mais il faut faire très attention quand vous assignez en fait une priorité élevée à un processus. Parce qu'en fait, ce qui se passe si le processus est gourmand en termes de ressources, il peut monopoliser toutes les ressources du système. Donc c'est extrêmement dangereux de donner une très grande priorité à un processus qui est gourmand en termes de ressources.
Donc, il faut faire très attention quand vous changez la priorité en fait des processus. Alors, sans plus tarder, on va voir comment en fait attribuer des priorités et lancer des processus avec des priorités spécifiques. Alors, si je veux lancer le Firefox par exemple avec une priorité donnée, supposons que je veux le lancer avec une valeur nice qui est de 10. Rappelez-vous de la formule. La formule dit tout simplement que la priorité, ça va être égal à quoi? À 20 plus la valeur de nice que vous spécifiez. Alors, nice command, c'est la commande qui permet de lancer un processus avec une valeur de nice donnée. Donc, vous tapez nice minus n pour spécifier la valeur de nice. Et à partir de cette valeur de nice, une priorité sera calculée. Si vous utilisez la valeur nice égale à 10 pour le processus, Linux va calculer automatiquement la priorité. Ça va être égal à cette valeur nice que vous avez spécifiée plus la valeur 20 par défaut, suivi tout simplement du processus. Alors, je vais taper Firefox. Ok, donc je vais lancer ici Firefox avec une valeur de nice de 10 qui correspond donc à une priorité de 30. Alors, je vais lancer ça dans le background. Donc, je vais lancer le processus en arrière-plan. Comme ça, je vais libérer mon shell pour me permettre de voir effectivement ce qui se passe. Donc ici, quand vous voyez, quand vous lancez comme ça avec cette priorité, la priorité, ça va être maintenant de 30. Alors pour le vérifier, on va lancer la commande top. Rappelez-vous que la commande top, on a dit que ça permettait de monitorer tout le système. Ça nous permettra ainsi de voir le Firefox qu'on a lancé et de vérifier que sa priorité a été de 30 à partir de cette valeur de NAS qui est égale à 10. Ok, si je fais top ici, je vais voir tout de suite, je vais chercher Firefox. Alors, vous voyez, Firefox est là, donc où est-ce qu'il est? Il bouge tout le temps parce que c'est temps réel. Si on regarde Firefox, c'est celui qui est là, donc vous voyez que sa priorité, effectivement, c'est de 30. La priorité de Firefox, c'est de 30 ici, là. Il est où? Il vient de partir encore, là. Il est revenu, donc c'est ça, c'est lui qui est là. Donc sa priorité, c'est bien de 30. Prix 30, ok? Donc, la priorité est calculée par rapport à la valeur de nice. Donc, rappelez-vous tout simplement, la plus petite valeur de nice correspond à la plus grande priorité. La plus grande priorité ici, dans ce cas, ça va être une valeur de nice qui est égale à moins 20. Si vous assignez la valeur moins 20, à ce moment, la priorité, ça va être de 0. Priorité 0, ça veut dire que c'est la plus haute priorité. La plus haute priorité, ça veut dire que si cette priorité est très active, il peut facilement monopoliser toutes les ressources du système. Donc, il faut faire très attention quand vous changez la priorité des processus sur le système Linux. OK? Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut vouloir changer la priorité, comme on l'a vu pour Firefox. La priorité courante, c'est de 30. C'est de 30, on l'a vu donc tout à l'heure. Firefox se tourne avec une priorité de 30. C'est pas lui qui est là, Firefox. Il bouge tout le temps. Donc, ok. Donc, il y a une priorité de 30. Maintenant, si je veux changer sa priorité, pour changer la priorité d'un processus en cours d'exécution, à ce moment, je vais faire quoi? Je vais utiliser la commande renice. Ok. Mais pour pouvoir changer la priorité d'un processus en cours d'exécution, vous devez connaître le PID ou le Process Identifier de ce processus avant de le faire. Parce que ça, c'est la commande renice a besoin du processus identifiant pour changer la priorité. Alors, on va changer la priorité de Firefox. Donc, je peux déterminer ici directement la priorité de Firefox. Je dis priorité, le processus identifiant de Firefox, en tapant tout simplement la commande comme on l'a vu. Par exemple, je peux dire py suivi de Firefox pour me retourner le PID parent. Donc là, j'ai le PID parent qui est de 148. Et je peux à ce moment changer la priorité en utilisant la commande renice. Donc je tape tout simplement la commande renice -n pour spécifier la nouvelle valeur de nice qui sera appliquée à ce processus-là. Par exemple, je vais dire, ok, je vais augmenter sa priorité. La nouvelle valeur de nice, ça va être de 10. Rappelez-vous que la valeur de nice, ça varie de moins 20 à quoi? Moins 20 à 19. Donc les valeurs plus petites de nice correspondent à une grande priorité puisque ça décroît la valeur de la priorité. On était à 30, mais là maintenant, si j'ajoute, si je définis la valeur de nice pour Firefox à 10, ce qui va se passer, c'est que là maintenant, la priorité, ça va être quoi? La priorité va descendre, au lieu de 30, ça va descendre à 10. Là. Parce qu'on va prendre, c'est toujours cette formule-là. Donc, ça va descendre cette fois-ci à 10, puisqu'on va faire 20 moins 10. 20 moins 10. OK. Donc, ça va descendre à ce moment à 10. Alors, voyons, je vais faire renice -n -10, qui est la nouvelle valeur de nice, suivi du processus Firefox. OK, non, sorry. Je dois spécifier le processus identifiant.
Ok, il faut toujours utiliser le processus identifiant avec Renice, pas le nom du processus. Alors pour spécifier le processus identifiant ou le PID, vous utilisez l'option l'option P, pardon, -P, suivi du processus identifiant ici. Je vais le paster ici là. Ok, cela permet de faire un Renice. Alors rappelez-vous que certaines de ces priorités, c'est-à-dire que si vous donnez des valeurs négatives de priorité, ça c'est pas permis pour un utilisateur simple. Un utilisateur régulier ne peut pas donner des valeurs de nice qui sont en fait négatives, parce que ça correspond à une priorité très élevée. Alors il faut être root pour pouvoir le faire. Mais un utilisateur régulier peut donner des valeurs positives, ne peut pas donner des valeurs négatives. Pour preuve, quand j'ai essayé de donner une valeur de nice qui est de -10, qui correspond à une priorité très élevée, le système a refusé en disant que je n'ai pas le droit de le faire. Seul le root peut faire ça. Alors à ce moment, je vais mettre un sudo ici. Si je fais sudo, il va dire que tout simplement la priorité a été dégradée à 10. Ça veut dire maintenant c'est la priorité beaucoup plus élevée. Alors on peut vérifier avec top. Si on vérifie avec top, on peut le chercher là où la ligne de Firefox. Vous voyez maintenant la priorité de Firefox c'est 10. Donc la priorité est toujours égale à la valeur 20 plus la valeur de nice que vous spécifiez. Okay? Rappelez-vous, pour lancer un processus avec une priorité donnée, vous utilisez la commande nice, comme on l'a fait ici, nice command. Donc nice -m suivi de la valeur du nice, tout en sachant qu'on va utiliser la formule 20 plus la valeur de nice pour déterminer la priorité. Ok, suivi du Firefox. Ça c'est pour lancer un processus. Maintenant, quand le processus est déjà en cours d'exécution, comme ici dans le cas de Firefox, il était déjà en cours d'exécution, on va utiliser Renice pour changer la priorité, pour spécifier une nouvelle valeur de nice. Et cette nouvelle valeur de nice va automatiquement affecter la priorité du processus en cours. Rappelez-vous que si vous n'êtes pas root, vous ne pouvez pas donner des valeurs négatives de nice, puisque les valeurs négatives de nice correspondent à des valeurs de priorité très élevées. Et il faut être root pour pouvoir le faire à ce moment. Ok? Alors, regardons le concept de... Alors, je vais terminer tous les processus de Firefox. Alors, regardons le concept de lancer les processus en avant-plan et dans le background, ou encore tout simplement dans le... On parle d'avant-plan, foreground, ou bien en arrière-plan qu'on appelle background. Okay? Par exemple, je peux taper la commande. Si vous tapez la commande sleep 100, cette commande va attendre jusqu'à 100 secondes avant de me donner le prompt. Ok? Alors, ça prend un temps. Tant que cette commande-là n'est pas terminée, je ne peux pas accéder à mon prompt pour l'instant. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement lancer une commande en avant-plan. Ou encore ce qu'on appelle en anglais le foreground. Alors, je vais terminer ce process. Alors, pour éviter ça, pour éviter que le process puisse, ou le processus puisse prendre ou confisquer votre, comment on appelle, votre prompt, et ce qu'il faut faire, il faut le lancer en arrière-plan. Quand vous lancez le processus en arrière-plan, il tourne en arrière-plan et il vous libère votre prompt et vous pouvez taper d'autres commandes. Alors pour lancer une commande en arrière-plan, il suffit de taper la commande suivie du signe et commercial, comme suit. Alors ce que Linux fait, il vous retourne le numéro de job, il considère ce truc-là comme étant un job. Il vous retourne le numéro de job, mais aussi le numéro du process identifiant, ce qu'on appelle le PID de ce processus-là dans le système. Ok, alors maintenant si vous tapez la commande job, il va vous dire qu'il y a un job qui est en train de tourner dans l'arrière-plan. D'accord, il vous dit l'état c'est running, c'est pour dire en cours d'exécution, etc. Et comme vous connaissez le PID ici, vous pouvez terminer ce processus-là en utilisant tout simplement l'option 9, kill -9, suivi du processus identifier, ou encore le PID 047, pour terminer ce processus-là. Et si vous le terminez, vous voyez qu'il vous dit kill ici. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le processus. Je vais le kill à nouveau, kill -9, suivi du numéro de processus. Comme ça, on va bien voir. Ici. Donc, si je veux lancer, si je lance un processus, par exemple, en avant-plan, comme je le fais, sleep 100, ça va prendre à peu près 100 minutes, par exemple, pour s'arrêter. Donc, il est en train de tourner, il confisque, par exemple, en fait, mon prompt. Ce que je peux faire CTRL Z pour arrêter automatiquement l'exécution. Ça me libère mon prompt, d'accord? Je peux le kill ou bien je peux lui envoyer un signal de continuité pour qu'il puisse se résumer, etc. Ok? Alors, ce qui se passe, c'est que il y a une commande qu'on appelle le foreground. Les processus qui sont en cours d'exécution dans l'arrière-plan, on peut les ramener dans l'avant-plan. On peut les amener dans l'avant-plan en faisant par exemple foreground command, FG, foreground.
suivi tout simplement de quoi? Du numéro de job. Le numéro de job ici, c'est 1. Rappelez-vous que tout à l'heure, quand on a lancé le processus en background, il nous a donné le numéro de job et ensuite le process identifiant. Maintenant, si on veut ramener un process qui est dans le background en foreground, voilà ce qu'on va faire. On tape tout simplement foreground suivi du numéro de job. Mais il faut mettre le signe, comment on appelle ça, %, hein, suivi du numéro de job 1. Et ça permet de ramener tout simplement ce processus-là en avant-plan. OK? Alors maintenant qu'il est en avant-plan, je peux le ramener dans l'arrière-plan. D'abord, il faut le stopper. Il faut le stopper. Pour le stopper, il faut faire CTRL-Z. Vous voyez, par exemple, CTRL-Z permet de stopper ce processus. Et ensuite, je vais utiliser une autre commande qu'on appelle tout simplement le BG pour le renvoyer dans le background ou pour le renvoyer en arrière-plan. BG suivi du numéro de job. Le numéro de job ici, c'est 1. Donc ici, je vais mettre %1 pour retourner ce processus-là dans l'arrière-plan. Donc vous le voyez, par exemple, il est dans l'arrière-plan, mais il est déjà complété. Complété, c'est 100 secondes, pardon. OK? Alors, donc FG permet de ramener un processus qui était en arrière-plan sur l'avant-plan. Le BG permet de retourner le processus en arrière-plan. Le but, généralement, de retourner le processus en arrière-plan, c'est pour permettre de libérer, par exemple, en fait, ici, comment on appelle ça, le prompt pour pouvoir taper d'autres commandes, etc. OK? Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous tapez des commandes de ce type en avant-plan, etc., ces commandes sont attachées, à votre terminal. Ce qui se passe, c'est que quand vous quittez le terminal, pour certaines raisons, vous voulez par exemple, en fait, sortir, aller prendre un café, un truc comme ça, et puis, par exemple, vous sortez de votre machine et vous essayez de, comment on appelle ça, de lock votre machine pour ne pas que les gens entrent dans votre système derrière vous. Ce qui se passe automatiquement, vous perdez tous ces trucs-là. Linux, quand vous quittez ce terminal, automatiquement, Linux va terminer tous ces processus-là. Mais supposons que ce soit un processus très important, tel qu'un patching, etc., qui va continuer, et puis vous ne voulez pas que, par exemple, le patching programme puisse s'arrêter brutalement. Puisque ça s'arrête brutalement, ça risque de corrompre votre système. Ce que vous pouvez faire, c'est de lancer ces programmes-là en background, avec une commande qu'on appelle le no-app. Ça permet ainsi d'éviter ce genre de problème. Donc, même si vous quittez votre terminal, le programme va continuer à tourner dans le background sans interruption. Donc, no-app, ça veut dire no hang-up, no hang-up signal. Ça veut dire tout simplement, même si vous quittez votre terminal, le programme va toujours continuer à fonctionner dans le background. Donc, par exemple, ici, si je veux lancer le programme sleep dans le background, par exemple sleep 100 dans le background, sans interruption, même si je quitte ou je ferme le terminal, je veux que le programme sleep continue, même si je ne suis pas là, ou même si le terminal est fermé. À ce moment, je vais lancer le programme sleep avec la commande no-app, ça veut dire no hang-up. Même si je ferme le terminal ici, il ne va pas terminer ce processus-là. Et à ce moment, je vais le lancer dans le background en mettant un %, et commercial à la fin. Donc, vous voyez. Alors, par défaut, quand vous lancez une commande avec le no-app, c'est-à-dire que la sortie, tous les outputs, comme on dit, la sortie de cette commande-là, et si ce n'est pas spécifié, si vous ne spécifiez pas dans quel fichier il faut envoyer la sortie de cette commande, il va automatiquement il va envoyer toute la sortie de cette commande-là dans un fichier qui s'appelle noapp.out. Si vous voyez très bien, un fichier noapp.out qui sera créé automatiquement, qui va contenir en fait la sortie de la commande noapp. Donc rappelez-vous que la commande noapp est très importante puisque ça permet de rendre indépendant l'exécution d'un processus. Il ne va plus dépendre en fait de quoi? De votre terminal. Même si vous fermez le terminal, il va toujours continuer à fonctionner dans le background. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.